Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'être vraiment accueillant. Ça veut dire quoi, être vraiment accueillant? J'avais aussi envie de vous parler d'être vraiment soi. Comment on fait pour créer sa place? Et puis de se libérer de sa part d'ombre dont nous a parlé Virginie, de redécouvrir ou découvrir son potentiel émotionnel et puis de trouver son épanouissement personnel. Bien sûr, je vais débriefer le podcast qu'on a enregistré ensemble avec Virginie et je vais prendre le temps, comme d'habitude, de vous conter une histoire. Ça concerne les cadeaux du Maharaja. Alors j'aime bien commencer d'habitude par 3 citations. Alors la première, « Fie-toi librement à tes sens, par eux rien de faux ne survient si l'esprit est éveillé », nous disait Goethe. Je le refais, « Fie-toi librement à tes sens, par eux rien de faux ne survient si l'esprit est éveillé ». La deuxième, « Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu'où il est possible d'aller », nous disait Thomas Stern Eliot. L'essentiel est d'être ce que nous file la nature, on n'est toujours que trop ce que les autres veulent que l'on soit, nous disait Jean-Jacques Rousseau. Je le refais, l'essentiel est d'être ce que nous file la nature. On n'est toujours que trop ce que les autres veulent que l'on soit. Merci Jean-Jacques Rousseau. Alors je reprends. Être vraiment accueillant. Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment accueillant? Je me suis aperçu que dans la vie, en fait, on n'est pas toujours capable de s'accueillir comme on n'est pas toujours capable d'accueillir les autres. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait du mal à accueillir les autres? Premier point, où souvent je m'aperçois que si on veut accueillir les autres, ça a à voir avec le fait qu'on soit disponible. Et dans la société dans laquelle nous sommes, je trouve que les gens sont indisponibles. Je l'ai été souvent aussi dans le passé. Et il faut vraiment que les gens insistent pour que vous soyez disponible souvent. Par une simple petite phrase, ça veut dire « T'es disponible là? Je peux te parler maintenant ?» Et en fait, si on oublie ces phrases-là, eh bien, on se retrouve à discuter avec quelqu'un qui fait semblant de nous écouter. Même si lui, d'ailleurs, il ne se rend même pas compte qu'il fait semblant. Qu'est-ce que je veux dire par faire semblant? Je veux dire simplement qu'il est dans ses pensées. Et qu'il n'a pas l'impression de faire semblant, mais il ne vous écoute pas puisqu'il écoute sa pensée. Il écoute ce que sa pensée lui dit, ce que cette idée lui raconte, peut-être même ce à quoi ça lui fait penser. Et donc il s'est écarté petit à petit de votre écoute, enfin de vous écouter, d'être présent à vous, et en conséquence, eh bien, il ne peut pas accueillir vos idées. Accueillir, c'est laisser de l'espace, c'est être dans son bassin, présent dans son corps, et laisser de l'espace pour cueillir ce qui est là, ce qui vient. Et pour moi, accueillir, c'est aussi être cueilli par une idée, être cueilli par quelque chose peut-être qui va me surprendre, qui va m'étonner, qui va me faire grandir, qui va me faire réfléchir. Et ça, c'est accueillir. Et donc, ce n'est pas simplement ouvrir sa porte et dire bonjour. Ce n'est pas simplement dire vas-y, je t'écoute. Ce n'est pas simplement dire oui, tu as des bonnes idées. C'est laisser l'espace pour être, je ne sais pas, séduit, pour être pleinement disponible, pour voir l'effet que ça me fait d'accueillir cette idée ou de vous accueillir. Et pourquoi je parle de ça à la suite du podcast enregistré avec Virginie? C'est parce que l'on soit handicapé, qu'on soit différent tout simplement, ou qu'on soit simplement
je dirais, pas attendu. Pas attendu à cet endroit-là, eh bien, je trouve que c'est là où l'accueil doit être fort. C'est quand on rencontre des gens qui sont différents. C'est quand on a la possibilité de voir des choses que l'on n'a pas encore vues. Et c'est là où l'accueil va être nécessaire. Parce que si je n'accueille pas, vous le savez, ça veut dire que vous n'acceptez pas. Et si vous n'acceptez pas, vous allez vous mettre en opposition, en objection, tous ces synonymes que vous connaissez et qui vous empêchent, ou qui empêchent l'autre, si c'est de vous dont on parle, de vous accueillir. Alors ça, c'était mon premier point. Accueillir. Accueillir une nouvelle idée, s'accueillir, un peu comme aussi on accueille un nouveau-né, inconditionnellement. Le deuxième point que je vous ai proposé, c'est de créer sa place, de trouver sa place, de créer sa place. C'est pas tout à fait la même chose que de la trouver, que de la créer. Créer sa place, ça veut juste dire prendre conscience que j'ai une place et que peut-être qu'il faut que, un peu comme si vous avez un boulot, un job, un emploi, eh bien en fait il y a eu un job description, il y a eu quelque chose qui permet de savoir ce que c'est que votre travail. Mais entre ce qui est écrit sur le papier et ce que vous allez en faire, il y a une grande différence. Entre la place qu'on vous a réservée dans une famille et la place que vous prendrez dans la vie, il y a une différence. Entre la place que le groupe vous cède, c'est-à-dire peut-être avec difficulté, et la place que vous allez prendre dans ce groupe, il y a une grande différence. Et c'est de ça dont je parle. Quand on n'est pas accueilli, eh bien on a du mal à prendre sa place. Donc c'est pour ça que je fais un lien direct entre être accueilli et trouver sa place. Et si je m'accueille, et si je prends ma place, ou je me prépare une place, un peu comme une forme de cocooning, où quand on regarde, moi j'ai un chat, quand il vient sur moi, il va patouiller comme ça, si en plus j'ai mis une couverture qui est tendre, et il va créer sa place pour trouver le meilleur endroit, pour se positionner. Et bien sûr, il fait autre chose que ça. Il pose ses phéromones, il dépose son odeur pour bien montrer que je lui appartiens. D'accord? Parce qu'on habite chez son chat, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est pas eux qui habitent chez nous, pardon, c'est nous qui habitons chez eux. Et donc, savoir prendre sa place, c'est aussi définir mon cadre, définir jusqu'où je vais. Est-ce que je prends trop de place et je suis hors cadre, hors champ, comme on pourrait dire ici quand je suis filmé? Est-ce que ma place est, est-ce que ma place est nette et claire? Est-ce que j'ai clairement défini jusqu'où elle va? Et dans beaucoup de travail, je me suis aperçu que les gens n'avaient jamais visité l'ensemble de leur job. Physiquement, je me rappelle très bien avoir fait ça quand je dirigeais une société américaine, enfin la filiale anglaise de cette société américaine. Eh bien, il y avait un gars qui voulait ma place. À peine j'étais arrivé, donc c'était un Anglais, moi j'étais un Français, et je me suis aperçu qu'en fait il voulait ma place parce qu'il ne savait pas ce que je pouvais lui apporter. Et que dans sa tête, c'était lui qui devait avoir le job puisqu'il était là avant moi. Et donc au bout de quelques mois, je ne me rappelle plus combien de temps, je lui ai fait faire le tour de son bureau. J'ai pas été faire le tour du mien, puisque ça voulait dire qu'il pouvait prendre mon poste, mais je lui ai dit, tiens, est-ce que tu as déjà vu ça? Et physiquement, je l'ai emmené aux quatre coins de son bureau pour lui dire, est-ce que tu as vraiment visité ton poste? Physiquement. Est-ce que tu connais bien ton poste? Au lieu d'aller t'occuper du poste du voisin. Et physiquement, souvent, on n'a jamais visité complètement notre poste. Je sais pas, j'ai été avec des gens qui étaient dans des usines, et souvent, ils allaient aux mêmes endroits, rencontrer les mêmes personnes. Et ils avaient un parcours. Ils faisaient le même parcours. Donc si vous étiez sur le parcours, bah, c'est bon, vous étiez vu. Mais si vous étiez ailleurs, eh bien vous n'étiez pas vu. Alors certains, ça les arrange, d'autres, ils le regrettent. Et donc créer sa place, c'est ça. C'est accepter d'aller visiter l'ensemble de mon potentiel aussi. Est-ce qu'il y a des endroits que je n'ai pas visités parce qu'au fond, je ne suis pas à l'aise avec moi? Est-ce qu'au fond, il y a des choses de moi que j'aime pas trop et donc je vais pas trop voir. Et plus je veux créer ma place, plus il faut que j'accepte de savoir qui je suis. Qui je suis quand je travaille, qui je suis quand j'aime, qui je suis quand j'accueille, qui je suis quand je pratique ce que je fais le mieux.
Et une fois que je sais ça, une fois que les autres m'ont renseigné sur moi, donc il est nécessaire pour cela d'avoir du feedback, et il est nécessaire de savoir à qui vous demandez du feedback. Et ça permet de créer sa place petit à petit, jour après jour, d'explorer de nouveaux espaces, et puis de se dire finalement, ça c'est vraiment l'endroit qui est pour moi. Alors que ce que je vois souvent, c'est un jeu de chaises musicales. Je sais pas, j'imagine que vous avez joué à ça quand vous étiez enfant, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup joué à ça. Mon père adorait ce jeu. Et donc, à chaque anniversaire, on avait une musique, et puis je me rappelle écossaise, sur un 45 tours. Et, euh, et bien sûr, on avait des chaises de dos comme ça, puis au fur et à mesure, on enlevait une chaise, et puis il y avait une personne qui était éliminée, c'était un jeu de finir. Et j'étais assez bon à ce jeu, je courais assez vite, et je voyais tout de suite la place que j'allais viser. Bref, mais bon, c'est un jeu dans lequel vous êtes toujours assis sur la chaise du voisin. Vous êtes toujours assis sur la chaise de l'autre. Vous êtes toujours assis sur où l'autre est toujours assis sur la vôtre. En fait, il manque toujours une chaise. Donc il y a toujours un sentiment à la fin que vous avez pris celle de l'autre. Même si c'est un jeu, même si j'étais enfant, j'avais la conscience que quelque chose dans ce jeu n'était pas tout à fait juste. Et je n'ai pas voulu le reproduire à l'âge adulte. J'ai fait en sorte que chacun ait une place. Et souvent, je me rappelle avoir dit ça en conseil d'administration, si vous étiez amené à changer de place et que vous occupiez pas de où j'étais assis, moi en tant que responsable patron, eh bien, où vous vous asseyriez. Et souvent, les gens ne s'assieraient pas aux mêmes places. Comme on peut s'apercevoir quand on fait un cours que les gens s'assoient toujours à la même place, jour après jour, alors que rien ou personne ne leur a désigné cette place. Est-ce que c'est vraiment leur place? Et tout ça, c'est des petites choses, mais est-ce que quand je m'assois à ma place? Une autre chose aussi qui me faisait rire quand j'étais... enfin, je suis toujours père, mais avec mes enfants à table, là ils sont grands maintenant, c'est moins fréquent, mais chacun avait sa place dans les enfants et surtout moi j'avais la mienne. Et donc il n'était pas possible que quelqu'un s'assoie à ma place parce que entre eux, notamment ma fille faisait en sorte que personne ne s'assoie à ma place. Voilà. Je ne sais pas si pour elle ça la rassurait que je sois toujours à la même place ou bien que c'était une manière de me contrôler, j'en sais fichtre rien, mais je vois bien que c'était très important pour elle, parce que régulièrement je changeais de place et ça lui convenait pas. Régulièrement je lui demandais de changer de place et je voyais bien que ça lui convenait pas non plus. Ça ne la rassurait pas. Donc trouver sa place, c'est aussi un moyen de se rassurer. Et on oublie souvent à quel point on a besoin d'être rassuré dans ce monde. Donc un autre moyen pour trouver sa place, c'est souvent de demander aux autres où ils nous voient, où ils nous placent, comment ils nous perçoivent. Ça, je l'ai vu dans le sport, je l'ai vu au travail. Je posais souvent la question de si tu devais me mettre ailleurs que là où je suis, tu me mettrais où? Tu me ferais faire quoi? Et si j'étais, moi qui avais l'impression d'être plutôt un généraliste, d'être capable de faire pas mal de choses, mais donc de temps en temps, j'avais du mal à savoir là où j'étais le mieux, ou le plus pertinent, ou le plus efficace, suivant ce qu'on cherche. Et dans le sport, c'est important. Parce que souvent on est en compétition avec plusieurs rôles. Donc moi j'avais l'impression d'être en compétition un peu avec tout le monde, puisqu'il y avait plusieurs rôles qui pouvaient me convenir. Alors pas tout le monde, il y avait quand même des rôles qui n'étaient pas pour moi. Je suis droitier, donc les rôles de gaucher au water-polo, c'était pas les miens. Mais ça m'est arrivé d'être là, je n'étais pas bien placé, je le savais, je n'avais pas de difficulté. Par contre, les autres rôles avaient l'air de me convenir. Mais il y avait quand même un ou deux postes qui étaient moins les miens. Plus vous trouvez votre poste, plus vous pouvez effectivement soit trouver votre place, soit tester les autres places pour voir à quel point elles ont quelque chose à vous apprendre aussi. Donc créer sa place ou trouver sa place. En tout cas, ça peut être une bonne idée. Mon ancien livre s'appelait 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Donc il y avait aussi plein d'exercices à ce sujet. Alors le troisième thème, c'était de se libérer de sa part d'ombre. Alors pourquoi se libérer de sa part d'ombre? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je dirais comme Virginie nous le disait, par moments, en fait, notre part d'ombre, c'est celle qui nous met en colère, soit après les autres, soit après soi. C'est celle qui nous met hors de notre chemin. Alors pour moi, mon chemin, c'est la joie, et la joie me montre mon chemin. Les trois émotions qui me mettent en difficulté et qui me font sortir de ce chemin sont la honte,
la colère et la peur. Alors on n'est pas égaux. Il y en a pour qui c'est plus fort, la peur. Moi je pense que la peur était beaucoup plus forte chez moi. Même si enfant, je pense que j'ai eu peur de beaucoup de choses. Puis adolescent, je me suis beaucoup protégé de ça. Jeune adulte, j'étais, je pense, inconscient, téméraire. Et j'ai appris à réaccepter d'avoir peur. Prendre conscience d'avoir peur pour développer la puissance qui est associée à ça, qui est le courage. Et tant que je n'ai pas accepté d'avoir peur, je ne peux pas traverser ma peur. En conséquence, je ne peux pas non plus développer du courage. Et aussi, parce que derrière la peur, il y a toujours un besoin ou un désir non exprimé. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Derrière votre peur, on veut être rassuré, mais de quoi? Quel est le besoin au fond derrière? Oui, rassuré, mais de quoi? Et souvent, je me suis aperçu que les gens ne savent pas. Donc j'ai créé, moi, des carnets de peur. J'ai créé un moyen pour savoir, en fait, si la peur me domine, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis aperçu que les peurs venaient en chapelet. Donc la première amène la seconde, qui amène la troisième, et à la fin, vous essayez de régler la dixième, qui n'a aucune importance, parce qu'en fait, la dixième, c'est pas votre peur. C'est la peur de la peur de la peur de la peur. Et donc, elle se cumule. J'ai créé des carnets. Simplement, tous les jours, j'écrivais les peurs qui me venaient. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que de jour en jour, j'en avais de moins en moins. Et puis celle qui était vraiment là, c'était vraiment celle qui était essentielle, alors que toutes les autres ne méritaient même pas que je m'y attarde, soit parce que physiquement, elles ne m'importaient pas, elles ne m'impactaient pas. Je m'apercevais qu'en fait, au fond, elles venaient parce que les autres venaient. C'était une pure création de mon esprit. Et bien sûr, si vous êtes du type pensée comme moi, les peurs vous empêchent de penser correctement. Donc, petit à petit, créer ça. Et le deuxième, l'autre côté de mon carnet, c'était des carnets de joie. Et donc, j'écrivais mes joies. Et au début, quand on a beaucoup de peur, les joies sont pas très fortes ou pas très fréquentes. Et plus les peurs d'un côté diminuent, plus les joies de l'autre peuvent augmenter ou sont plus fréquentes, plus puissantes ou plus fréquentes. Si on pouvait les mesurer sur une échelle de 1 à 10, elles dépassaient toutes 5, puis 6, puis 7, puis 8. Et à la fin, il n'y avait que des grandes joies. Deuxième émotion, je vous disais, qui pouvait être difficile, qui m'empêchait à la fois de trouver ma place, mais aussi qui m'imposait de rester donc dans ma part d'ombre, c'est souvent la honte. Et la honte, c'est en fait une émotion qu'on appelle sociale. Elle ne peut pas exister s'il n'y a pas l'autre, s'il n'y a pas l'idée de l'autre. Et puis si elle n'est pas basée aussi sur cette blessure qui est difficile, qui est la blessure d'humiliation, et dans laquelle j'ai vécu des choses publiques. Alors pas obligatoirement avec un grand nom, mais en fait difficiles, dans ma jeunesse. Et donc cette honte qui peut être engrammée ou entretenue par, en plus avec d'autres choses comme la culpabilité, une méta-émotion, qui passe par le mental, qui passe par le jugement de l'autre. Et ça va être difficile pour vous si vous n'arrivez pas à sortir de ça. Donc la part d'ombre, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez prendre des postures égotiques qui sont simplement associées au fait que vous ne voulez plus revivre cette part d'ombre, cette honte, cette difficulté intérieure. Et elle peut venir du fait que votre regard est difficile avec vous, elle peut venir du fait que votre entourage a un regard difficile, d'où la notion d'accueillir tout à l'heure. Plus je m'accueille, moins la honte est forte. Plus je m'accueille, plus où j'accueille l'autre, plus vous allez faire en sorte qu'il ne soit pas dans la honte. Et donc petit à petit, c'est comme accueillir une émotion difficile, c'est comme accueillir quelqu'un qui n'a pas fait ce qui était attendu. Est-ce que je vais le culpabiliser? Est-ce que je vais appuyer là où ça fait mal? Ou est-ce qu'au contraire, je vais prendre le temps d'accueillir son état? Comment il est? Qu'est-ce qu'il vit? Et après, peut-être qu'il faudra lui donner un coup de pied au derrière parce que c'est le moyen pour faire en sorte que ça avance. Mais peut-être que c'est aussi un bisou. Voilà, je ne sais pas encore ce qui est juste. Mais dans l'accueil, je vais pouvoir valider en fait ou invalider ce qui se joue. Parce que des fois, bien sûr, qu'on a besoin d'invalider ce qui se joue chez l'autre, par exemple. Alors pas dans le sens de ne pas dire que ce qu'il vit n'est pas juste, par exemple, j'en sais rien, je me sens coupable, je ne vais pas lui dire, mais non, t'es pas coupable, parce que ça sert à rien, ça serait si ça suffisait. C'est comme dire à quelqu'un qui a peur, n'aie pas peur. Ça serait si ça marchait, on vous a dit ça toute votre enfance, ça ne marche pas. Au contraire, c'est accueillir ce qui se joue, mais peut-être faire douter que c'est vraiment ça.
Une phrase qui m'a toujours marqué, c'est doute du doute et tu croiras. Donc même quand vous doutez, osez douter du doute. Alors si je reviens à la troisième émotion qui est difficile, c'est la colère. Et donc bien sûr qu'on peut être en colère parce qu'on a peur, donc c'est un moyen pour sortir de la peur, pour créer du courage. Mais c'est aussi, si je suis pas clair, la colère peut venir du fait que j'assume pas d'avoir honte. D'accord? J'ai peur d'avoir honte ou honte d'avoir peur. Eh bien donc la colère est un moyen pour sortir de ces deux-là. Donc elle a une fonction, bien sûr, hein, toutes ces émotions ont des fonctions. Elles sont utiles, elles sont positives. Mais simplement, si je reste enfermé dedans, elles m'éloignent de mon chemin initial qui était la joie. Et donc si je reviens à la colère, je dirais simplement que tant que je suis en colère, ça va à peu près. Mais si au fond de moi, il y a quelque chose comme de la haine qui naît, de la jalousie, ça va être difficile, ça va être des choses composées avec un mix entre la colère et la honte. Là. Et puis, si je vis de la rage, c'est-à-dire une colère sans fin, ça va être encore plus difficile. Donc c'est juste ça dont je vous parle, c'est de prendre conscience de où ça se situe dans votre corps. La peur est souvent dans le dos, mais elle peut être aussi dans vos tripes. Même si après, physiquement, vous avez l'impression qu'elle est dans votre tête, parce qu'elle vous empêche de réfléchir. La honte, elle est au niveau du cœur, et elle peut descendre jusqu'à l'estomac. La colère, elle est dans votre foie, elle est dans vos tripes. C'est aussi une capacité de mettre la vie, de mettre votre vie en mouvement. Mais si je me laisse dominer par ça, je vais créer des situations qui sont difficiles avec moi ou les autres. Et là, une fois de plus, le jugement pourrait arriver en fonction de votre éducation avec cette émotion. Est-ce que c'était accepté d'être en colère dans votre famille ou pas? Si vous êtes une fille, souvent pas. Une femme, c'est souvent peu accepté que les femmes se mettent en colère. Et les hommes, c'est plutôt la tristesse qui est difficile. On n'accepte pas les hommes qui pleurent souvent. Et donc, même si je le sais aussi bien pour les hommes que pour les femmes, accepter d'être dans sa vulnérabilité, c'est notre force. Alors, je vous ai parlé de ma part d'ombre, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres parts d'ombre, mais je vous ai dit là, les trois grandes émotions qui vont vous dominer, qui vont vous faire rester dans votre part d'ombre. Il y a plein de choses, bien sûr, à chaque fois que je ne sais pas, si je mens dans ma vie, est-ce que je me sens bien? Donc le manque de transparence. Est-ce que, et si je mens, c'est peut-être parce que, sans être mytho, c'est peut-être parce que je ne m'assume pas complètement, je ne m'accueille pas. Si, je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop confiant, voire imposant aux autres leur mode de fonctionnement. Peut-être que là aussi, c'est ma part d'ombre, c'est que mon ego me fait croire à peut-être un potentiel qui n'existe pas de moi. Et j'ai besoin que les autres me disent non, t'y es pas. Je me rappelle très bien, une fois avoir posé cette question à mon entraîneur, je ne le comprenais pas. J'avais l'habitude de jouer au water polo dans le set de base, donc de ne pas être remplaçant. Et là, ce jour-là, je suis remplaçant. J'avais été absent 7 mois parce que je m'étais cassé une jambe. Et quand je reviens, j'avais fait tous les efforts pour refaire partie du groupe. Et je voyais qu'ils ne me mettaient toujours pas dans le match. Et je ne comprenais pas. Et donc je vais le voir. Et puis il me dit que c'est normal. Mais je ne voyais pas ce qui était normal. Je ne voyais pas que l'autre avait progressé. Que celui qui me remplaçait était meilleur que ce qu'il était il y a 7 mois. Bien meilleur. Et que pendant ce temps, lui, il avait progressé, il avait pris ma place et il avait largement cette place. Mais moi, je ne le voyais pas. Et il a fallu qu'il me le dise clairement, qu'il m'a dit, attends, s'il y a entre toi et lui, il n'y a pas photo, c'est lui. Et là, il a fallu que j'entende cette phrase un peu difficile pour moi, pour que je me mette à travailler autrement et à comprendre ce que je pouvais faire pour apporter quelque chose à l'équipe, plutôt que être meilleur moi. Et me remettre davantage dans ce qui est ma capacité plutôt de jouer pour les autres, pas que jouer pour moi. Et c'est là que j'ai enfin fait des progrès, ou enfin fait de vrais progrès, peu importe comment on le nomme. Alors le dernier sujet, c'est une fois qu'on prend conscience qu'on a une part d'ombre, une fois qu'on prend conscience qu'on a un potentiel émotionnel,
D'accord? Chacune de mes émotions, si je ne les vis pas, bien sûr, je ne vais pas pouvoir être dans mon potentiel. Petite chose que je ne vous ai pas dit et qui a son importance, c'est que j'imagine que dans le sport, vous savez que si vous faites du sport tous les jours et que vous ne vous reposez pas, votre muscle ne peut pas gagner en puissance, en force, en vitesse. D'accord? Il va falloir que vous reposiez le muscle pour qu'il se refasse et qu'il utilise en fait cette aptitude pour recréer davantage de fibres, pour recréer davantage de souplesse, pour recréer suivant les efforts que vous avez faits. Donc beaucoup de gens savent que pour augmenter leur VO2 max, pour augmenter leur capacité respiratoire ou leur capacité cardiaque, il va falloir s'entraîner et se reposer. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien ça et qui se blessent. Et pas pour les émotions, c'est la même chose. Il faut s'entraîner à vivre ces émotions, se reposer. Je ne sais pas si vous vivez une grosse colère, vous allez voir comment il faut vous reposer. Mais c'est rarement un quart d'heure. Il faut vraiment se reposer avant de faire une nouvelle colère. Sinon, vous allez être fatigué. Une grande honte. Pour que vous l'assumiez, il va falloir un certain temps. Et donc, c'est pas la peine de mettre de la honte sur la honte, ça ne marche pas. Mais aussi, ça paraît évident que, comme dans le sport, si vous vous entraînez pas, c'est pas en regardant une émission sur les émotions que vous travaillez vos émotions. Vous allez travailler votre esprit, une ouverture aux émotions peut-être, mais pas vos émotions. Il faut vivre des émotions, il faut être amoureux, il faut avoir peur, il faut accepter d'avoir honte, même si c'est pas agréable. Et c'est là, seulement là, que je peux prendre conscience de ce que je vis, quand je le vis, comment je le vis. Et c'est ça, c'est cette habitude-là qui fait que de mieux en mieux, vous allez pouvoir gérer vos peurs, vos colères et vos hontes. Et beaucoup de personnes ne s'accordent pas ça. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours aussi médiocres, je veux dire, pour ne pas porter de jugement, sur leur capacité à gérer leurs émotions. Et donc pour s'épanouir, hein, mon dernier sujet c'est s'épanouir, l'épanouissement personnel, c'est comme une quête intérieure, l'épanouissement personnel, c'est une quête qui vous fait dire que vous êtes mieux. Et certaines personnes sont mieux en fin de vie, d'autres étaient mieux dans leur jeunesse. D'autres étaient mieux quand ils étaient en couple ou dans le stade amoureux. Peu importe. L'épanouissement, c'est une progression de soi à soi. C'est pas vis-à-vis des autres. Et souvent, si on est heureux qu'avec les autres, ça veut dire qu'on n'est pas heureux avec soi. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour être d'abord heureux avec moi? Qu'est-ce que je peux faire pour être? C'est souvent ça qu'on n'a pas compris, c'est qu'on essaie de faire quelque chose pour être. Alors qu'il faut être, et ensuite je veux faire quelque chose de différent. Donc si je veux être heureux, il faut décider d'être heureux. Si je veux être épanoui, il faut que je décide d'être épanoui. Et cette décision va m'amener sur le chemin de l'épanouissement, va m'amener sur le chemin du bonheur, va m'amener sur le chemin de l'excellence, si c'est l'excellence qui vous guette. Chaque opportunité pour progresser sur soi est là devant moi. C'est juste moi qui ne les regarde pas, qui ne les vois pas, qui ne le sait pas. Et plus je m'habitue à ça, plus j'ai une chance forte de permettre que l'épanouissement me choisisse, j'ai envie de dire. Je suis disponible, je peux l'accueillir. Et être épanoui, c'est donc quelque chose qui a à voir avec un bien-être intérieur. C'est à voir avec un champ du possible fort mais intérieur, pas extérieur. L'extérieur est une conséquence de mon intérieur. Mon comportement est une conséquence de mon état interne. C'est votre état interne qui gouverne qui vous êtes et qui induit le résultat. Donc pour être épanoui, il faut ressentir cette sérénité intérieure, cette plénitude. Et ça commence souvent par un contentement, le son que je viens de faire. Un des stades de la joie, le contentement. Et plus je baisse ce niveau,
plus je calme mon intérieur, plus le contentement peut se transformer en sérénité. Être bien avec moi. Et c'est ce qui fait que les autres sont bien avec moi aussi. Je le disais, je fais souvent cette expérience, je m'assois sur un banc public, sur lequel il y a déjà quelqu'un assis, peu importe, un homme, une femme, un enfant, ou plusieurs personnes. Et je fais ce test de contentement. Je regarde le paysage, un oiseau, un arbre, une fleur, et je me mets dans cet émerveillement. L'enfant en moi qui s'émerveille sur le monde. Je respire calmement, je n'émets pas d'autres sons, et petit à petit, je sens la sérénité revenir. Et dans cette sérénité, je sens ma respiration changer. Et là, sans exception, au bout de, je sais pas, quelques minutes, si je reste dans cet état, petit à petit, les gens qui sont sur ce banc changent leur respiration. C'est plus simple s'il y a une seule personne que s'il y en a deux, parce que si elles discutent entre elles, elles sont moins attentives à ce qu'elles ressentent. Mais si elle est toute seule, cette personne, souvent, elle va finir par me regarder. Elle va finir par me faire un commentaire sur ce qu'elle vit là. Je me rappelle très bien d'une personne avec qui je n'ai pas échangé, qui m'a dit merci à la fin. J'ai l'impression qu'elle était même étonnée quand elle m'a dit ça. Étonnée d'elle-même. Qu'elle me disait merci, elle ne savait peut-être pas pourquoi. Ou une autre m'a dit au revoir alors qu'elle ne m'avait pas adressé la parole depuis le début. Et moi, quand je pars, bien sûr, je dis au revoir. Puisque pour moi, on a échangé. On a échangé de l'énergie. Donc, mon épanouissement personnel, il y a plein de manières d'y arriver, mais je pense que la première chose que je peux essayer de faire, c'est de changer mon état interne pour être dans un état interne qui m'autorise à bien vivre avec moi. Et parce que je vis bien avec moi, j'ai une chance que les autres trouvent que ça soit agréable d'être avec moi. Et donc cette contagion possible, souhaitée, peut-être même espérée, me permet petit à petit d'avancer sur mon épanouissement personnel. Et bien sûr, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, trouver sa place. Ça va avec accepter et travailler sa pardon, moi. Ça va avec mieux vivre ses émotions. Et ça va avec cet accueil profond de soi, de l'autre et du monde qui nous entoure. Alors je voulais finir par des cadeaux. Je vais vous proposer les cadeaux du Maharaja. Alors, le cadeau du Maharaja, c'est issu de mon livre Mission Joie, dans lequel il y a un certain nombre de contes, plus d'une soixantaine. Et dans ce livre, c'est un moyen aussi pour moi d'aller vers cet épanouissement personnel dont je viens de parler. Et les contes me racontent, se disent, nous disent. Et donc le choix que je fais, bien sûr, parle de moi. Et les contes du Maharaja, c'est l'histoire d'un Maharaja qui va fêter ses 100 ans. C'est une journée exceptionnelle. Fêter les 100 ans du Maharaja. Ça arrive jamais. C'était jamais arrivé. Aucun Maharaja, jusqu'à présent, n'avait atteint cet âge canonique de 100 ans. Alors, tout le royaume s'est mis en joie et a décidé d'offrir des cadeaux au Maharaja. Alors, au fur et à mesure que les cadeaux arrivent, on les a mis dans 2 tas différents, c'est à la demande du Maharaja. Il y a les cadeaux sur lesquels il y a écrit clairement de qui ils proviennent. Donc il y a une petite lettre, il y a une petite enveloppe, il y a un nom. Donc ça c'est le premier tas, c'est de loin le tas le plus gros. Et il y a un deuxième tas dans lequel on ne sait pas qui a offert ce cadeau. Il n'y a pas écrit de nom, mais rien ne permet, au vu du cadeau, de deviner qui a pu bien l'offrir. Ce tas est beaucoup plus petit. Vient le jour de la fête. Tout le royaume est réuni et on attend ce moment particulier qui est le dessert. Parce que c'est au dessert qu'on ouvre les cadeaux. Alors, on arrive au dessert, le Maharaja, bien sûr, va suivre cette cérémonie prévue qui est
celle de ouvrir ses cadeaux. Et au moment de prendre les cadeaux du premier tas, celui qui correspond au tas où effectivement il y a les cadeaux où on sait qui a offert le cadeau, eh bien il appelle un à un les sujets qui ont fait ces cadeaux pour les remercier. Et au moment de les remercier, il leur rend le cadeau en leur disant « Maintenant nous sommes quittes. Maintenant nous sommes quittes. » Et la personne, penaud, ne sait pas trop quoi faire de son cadeau, mais repart avec. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il n'y a plus un seul cadeau dans ce tas. Que va-t-il faire du deuxième tas? Alors, il s'approche du deuxième tas et il dit, ces cadeaux-là, je vais les accepter. Je vais les accepter parce que, à mon âge, c'est pas le moment de contracter des dettes. Alors ceux-là, je peux les accepter parce que je ne sais pas de qui ils sont. Et il remercie l'assistance sans remercier quelqu'un en particulier. Alors qu'est-ce que cette histoire nous conte? Elle nous conte que par moments dans la vie, eh bien, il faut savoir accepter de recevoir ou de donner. Et si je donne comme ceux qui veulent absolument que je sache qu'ils ont fait un cadeau, peut-être c'est parce que je serai redevable, comme me disait le Maharaja. Je préfère te le rendre, comme ça nous sommes quittes. Et par contre, ceux qui offrent sans avoir une espérance de quoi que ce soit en retour, peut-être que ça, c'est le vrai cadeau. À vous de voir à quel moment vous êtes un cadeau, où vous vous offrez sans le dire. À quel moment vous offrez les choses sans attendre un remerciement en retour. Et parfois c'est difficile. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.